Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le bilan 2022. Ça va pas être un bilan très long pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai commencé à noter avec assiduité mes lectures à partir de septembre, je dirais. J'avais noté un petit peu en janvier sur mon carnet et février je crois, mais pas par la suite. Donc c'est un bilan très partiel. Ça sera presque limite plus un bilan depuis que j'ai ouvert ma chaîne, donc c'était fin septembre je crois. Mais c'est pas très grave. De toute façon, je ne peux pas faire avec les données que je n'ai pas, donc on va faire avec celles que j'ai pu récolter. À partir du moment où j'ai ouvert ma chaîne, déjà j'avais une trace de mes lectures, ce qui est quand même beaucoup plus simple, et puis surtout, grâce à Pénélope, j'ai découvert Booknode, et j'ai pu entrer au fur et à mesure les lectures que j'avais faites, laisser éventuellement un commentaire et les noter. Je ne crois pas que sur Booknote il y ait des statistiques comme il y a sur Goodreads, mais comme j'ai pas envie d'avoir 40 plateformes, que déjà une c'est bien, c'est pas très grave, je le fais un petit peu à ma sauce et ça n'a pas grande importance. Donc, a priori, en 2022, j'ai lu au moins 76 livres. J'en ai noté quelques-uns qui datent d'avant septembre que j'avais gardé en mémoire ou que j'avais noté à l'écrit. Je les ai rentrés et puis j'ai tout noté assidûment à partir de fin septembre. Donc, on est à 76 minimum, probablement un petit peu plus, mais de toute façon, en fait, peu importe. Ça n'a pas grande importance le nombre exact. Ce que j'ai pu constater sur mes lectures là de fin d'année, c'est que effectivement, ouvert une chaîne YouTube m'a motivé à prendre en note et à noter mes lectures avec plus d'assiduité d'une part, mais d'autre part, surtout à lire plus, puisque j'avais envie de proposer du contenu, que je me suis mis au Instagram des différentes copines qui lisent aussi, qui donnent des recommandations, etc. Donc j'ai lu beaucoup plus. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai réussi à vraiment dégager des temps de lecture, ce qui n'était plus trop le cas pour plein de raisons, hein. Déjà d'une, je pense qu'après la fac, j'avais besoin un peu de calmer le jeu en termes de quantité de lecture parce que ça avait été très riche et très dense. D'autre part, parce que j'ai passé un concours, j'ai commencé à travailler, enfin voilà, toutes ces choses de la vie qui font que on est obligé de prioriser hein, ses activités, c'est comme ça. Mais vu que cette année j'avais du temps pour lire, eh bien je m'y suis remise à fond et c'est vraiment plaisant. Autre point sur 2022 concernant les lectures, c'est que j'ai découvert plein d'autrices, surtout d'autrices, d'auteurs aussi, mais surtout des autrices. J'ai découvert des genres et j'ai découvert des ouvrages que j'ai adorés. Donc je vais vous donner quelques noms d'autrices qui ont vraiment marqué cette fin d'année 2022 parce que si vous ne les connaissez pas, je vous invite et je vous encourage à les découvrir à votre tour. Dans un premier temps, non, il n'y a pas d'ordre en termes de temporalité, donc peu importe. J'ai découvert Becky Chambers grâce à notamment Pénélope, mais pas que, aussi à Cornelius qui en a parlé, aussi à Pepper Palace qui en a parlé, à Marion qui en a parlé. Voilà, plein de gens parlent de Becky Chambers et ça m'a poussé à lire Un psaume pour les recyclés sauvages parce que je me suis dit que c'était un petit livre et que si ça ne me plaisait pas, eh ben c'était pas un gros engagement non seulement pécunier mais aussi en termes de temps. Donc j'ai lu Un psaume pour les recyclés sauvages en octobre je pense, je ne suis plus très sûre mais peu importe. Et ça a été une véritable découverte et un véritable coup de cœur. Ça a été une excellente lecture. J'ai, grâce à ça, aussi découvert que la SF ne se cantonnait pas aux a priori que j'en avais, à savoir, si vous voulez, en gros, une idée Star Wars. Pas du tout, qu'il y a plein de sortes de SF différentes, qu'il y a plein d'auteurs qui font des choses très différentes, plus ou moins accessibles, plus ou moins scientifiques, plus ou moins dans l'espace, voilà, et qu'on ne peut pas réduire la SF à des vaisseaux et l'espace, c'est pas que ça, et que même dans ça, il y a différentes façons de traiter. J'avais avant ça déjà lu Isaac Asimov que j'avais beaucoup aimé, j'en étais la première étonnée. Je m'étais un peu lancée en me disant je vais tenter et en fait j'avais lu Fondation, donc j'avais lu le cycle de Fondation qui est en 3 tomes je crois et que j'avais beaucoup aimé, donc déjà mon a priori est un petit peu fissuré et Becky Chambers a un peu fait exploser tout ça. Donc excellente découverte. J'ai lu là, je viens de terminer Apprendre aussi par bonheur qui était aussi une très bonne lecture dans un genre, enfin dans un sous-genre tout autre que Un psaume pour les recyclés sauvages, mais tout aussi excellente lecture. Donc Becky Chambers, gros coup de cœur de l'année 2022, très bonne découverte, d'autant qu'elle
extrêmement inclusive dans son écriture et elle envoie plein de bonnes ondes positives et que ça fait du bien. Autre découverte de cette fin d'année, c'est Octavia Estelle Butler que j'ai lu grâce à Paper Palace, que j'ai remercié à peu près 50 fois je pense, parce que c'était aussi une découverte assez incroyable. C'est totalement différent de Becky Chambers, c'est dans un tout autre style, puisque ce que j'ai lu qu'un ouvrage, mais c'est de la plutôt dystopie, anticipation, c'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus violent, mais c'était aussi une très bonne découverte, pour des raisons, somme toute, assez similaires à celles de Becky Chambers, à savoir que ça propose une grande diversité au niveau des personnages et des situations, c'est très inclusif, c'est très bien écrit, et c'est une autrice noire, à plus forte raison, ce qui ne gâche rien, puisque forcément elle a une façon de voir les choses, la vie, etc., et d'écrire qui est influencée par ce qu'elle est, malgré elle, et c'était vraiment une excellente lecture. Je vais très certainement, assez prochainement, lire Les liens de sang et la parabole des talents, je crois, qui est la suite de la parabole du semeur, parce que j'ai vraiment très envie de découvrir le plus possible d'ouvrages d'Octavia Butler. Quatrième grande découverte de mon année 2022, c'est une autrice française de littérature jeunesse, et c'est Flore Vesco, dont j'ai pas mal parlé ici. J'ai lu L'estrange malaventure de Mirella et j'ai lu D'or et d'oreiller, et toutes deux étaient de très 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 bonnes lectures, et encore une fois, pour des raisons sensiblement similaires aux précédentes autrices que j'ai évoquées, à savoir qu'on est sur eh bien, des valeurs qui me correspondent, donc des valeurs de respect, autour du féminisme, autour de l'égalité, autour de la diversité. Voilà, toutes ces choses que je trouve hyper importantes, et surtout, surtout, surtout en littérature jeunesse, ces sujets à mettre entre les mains des plus jeunes d'entre nous, parce que il est temps de faire un petit peu évoluer toutes ces mentalités et tout ça, et je pense que la littérature est un formidable moyen et un formidable vecteur pour passer des messages et des réflexions aux plus jeunes individus de notre société, concrètement. Voilà. Flore Vesco, en plus de tout ça, a vraiment une plume incroyable, un style vraiment très particulier. C'est Juliette de la chaîne Livre et Sortilège qui disait qu'elle avait un style qui était unique et qu'elle n'avait jamais vu nulle part, et je la rejoins totalement. Elle a vraiment une écriture unique. Flore Vesco, à l'origine, elle était, si je ne me trompe pas, prof de français, et on sent vraiment son amour de la langue, on sent son amour des mots, de la stylistique, de la manipulation de tout ça pour faire des phrases qui sont pointues en fait, qui sont extrêmement pointues, qui ont un sens riche, souvent plusieurs sens, et bref, à lire, c'est un bonheur, vraiment, parce que c'est de la littérature jeunesse qui propose quelque chose de riche en termes de langue, et c'est pas franchement toujours le cas. Et à étudier en classe, ça doit être aussi un bonheur. Donc je suis très emballée par cette autrice. J'ai très envie de lire De Cap et de Mots, il me semble, qu'elle a écrit. Maintenant, il y a quand même, c'était encore avant les deux que j'ai lus moi, qui a été ressorti sous forme de graphique, et j'espère qu'elle va nous sortir une petite pépite prochainement, une nouvelle réécriture de contes, tant qu'à faire, parce que c'est toujours très intéressant de voir les différentes façons dont on peut percevoir et réécrire les contes. Moi j'adore ça, et faire des lectures en réseau avec le conte d'origine et toutes les réécritures qu'on peut trouver à travers le temps, c'est toujours très très intéressant. Donc voilà, Flore Vesco, si vous ne connaissez pas, si vous aimez la littérature jeunesse, ou si vous avez des préadolescents, voire adolescents dans votre entourage qui aiment lire, allez-y. Dont je voudrais parler ici, alors il y en a d'autres, et il y a aussi des auteurs, mais je voulais faire un petit focus autrice. Donc la dernière, la quatrième que j'ai découvert et pour qui ça a été un coup de cœur, c'est Aurélie Wellenstein, qui est également une autrice française et qui, elle, écrit plutôt de la fantaisie adulte. Oui, adulte, très adulte quand même. Enfin, moi je le trouve. Aurélie Wellenstein, c'est un style tout à fait différent. Elle a déjà quand même une bibliographie assez riche. Elle a quand même écrit pas mal d'ouvrages. J'en ai lu 3 ou 4. 3, je crois. J'ai lu Mère morte, Le dieu oiseau et Le désert des couleurs. Je vais prochainement recevoir Les loups chantants et le lire.
Et jusqu'à présent, les 3 que j'ai lus ont été vraiment 3 excellentes lectures. Mon préféré, mon coup de cœur, c'était Le Dieu Oiseau. Malgré toute la violence qu'il y a dedans, c'était vraiment, vraiment génial. Et je pense qu'il faut découvrir Aurélie Wellenstein si on se sent la capacité de lire ce qu'elle écrit, parce que ça peut être... il y a quand même pas mal de trigger warning, mais si vous vous en sentez capable, découvrez Aurélie Wellenstein. C'est une autrice, elle est française, elle écrit très bien, elle propose des histoires très intéressantes, elle propose des choses assez innovantes, et surtout, c'est toujours différent. Chacun de ses livres, c'est vraiment une entité à part entière, et c'est autre chose que le précédent. Il y a des thématiques communes, mais l'histoire dans son ensemble est différente. Et je trouve que ça mérite de le mettre en avant. Je ne pense pas être la seule à connaître Aurélie Wellenstein, et je ne pense pas qu'elle a besoin de ma publicité, mais je vous le dis quand même, lisez Aurélie Wellenstein, c'était voilà, une très très bonne découverte de 2022. Donc, on va passer à ma petite liste de coups de cœur de cette plutôt fin d'année du coup. Donc, soit très excellente lecture, soit coup de cœur. Parfois, c'est entre les deux. Je ne les ai pas classés par ordre de préférence. Voilà, j'avais pas trop envie de faire un top 10 à rebours, un peu la flemme aussi. Donc je vais vous les donner tels quels. Vous serez sûrement pas du tout surpris si vous suivez un petit peu mes vidéos. Vous allez retrouver que des choses dont j'ai déjà parlé, évidemment, et je pense qu'il n'y aura pas de grande surprise. Mais si jamais il y a des personnes qui n'ont pas suivi tout ça, eh bien c'est toujours intéressant de mettre en avant ces très très bonnes lectures de l'année. Première excellente lecture que j'ai fait. Alors là pour le coup c'est une lecture que j'ai fait plutôt en début d'année. J'ai lu la première saga de l'Assassin Royal, donc les 3 intégrales de la première époque il me semble. Donc de Fitz quand il est petit jusqu'à eh bien, la fin de sa grande quête dans ces 3 volumes. Donc, l'Assassin Royal, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'un jeune garçon au début, Fitz, qui a, je crois, 5 ans, qui est ramené à son père biologique, qu'il ne connaît pas, par son grand-père, et qui va être accueilli dans le château et au sein du royaume par des membres plutôt du servage que de la noblesse. Le roi du royaume a pour lui de grandes ambitions puisqu'il veut en faire son assassin royal, son espion. Et on va suivre toute cette évolution entre sa tendre enfance et eh bien, le début de sa formation et ce qu'il va devoir faire pour eh bien, sauver son roi, défendre les intérêts du royaume, etc. Il va y avoir des conflits de loyauté, il va y avoir des problématiques typiques des conflits de loyauté en fait entre ce qu'on estime soi être bien et ce qu'on nous demande et le serment qu'on a prêté, enfin voilà. C'était vraiment une excellente lecture. Je pense que à peu près tout le monde dit de l'Assassin Royal que c'est une excellente lecture parce que l'univers est très riche, parce que les personnages sont quand même dans l'ensemble très bons, parce qu'il y a l'histoire principale et la trame principale, mais plein d'autres histoires qui se greffent à tout ça qui sont intéressantes. Parce que si on aime les récits d'apprentissage et les récits de vie, eh bien on est quand même beaucoup là-dedans. Parce que c'est de la fantaisie. Il y a un peu de magie et puis il y a des créatures qui arrivent petit à petit. Et voilà, c'était vraiment... c'est très addictif. Une fois qu'on est dedans, on a beaucoup de mal à le lâcher, je trouve. Et du coup, j'ai enchaîné sur Les Aventuriers de la Mer, dont je reparlerai éventuellement quand je terminerai l'intégrale 3, que je n'ai même pas commencé d'ailleurs. Ouais, ça a été assez dur de quitter le monde de l'Assassin Royal pour se plonger dans Les Aventuriers de la Mer, qui est dans une époque à peu près similaire, je pense, ou très proche, mais géographiquement totalement délocalisé. C'est d'autres personnages, une autre histoire, et ça a été franchement dur. Il m'a fallu du temps pour rentrer dans Les Aventuriers de la Mer parce que j'avais toujours Fitz et les personnages de l'Assassin Royal en tête. Autre excellente lecture, et c'est encore une saga de l'année 2022, c'est sans surprise la saga Blackwater de Michael McDowell. Saga qui a été écrite dans les années 80, fin 80 je crois, ou peut-être début 90, je ne suis plus très sûre, mais bref, il y a quand même un certain temps, plus d'une trentaine d'années maintenant, par Michael McDowell, qui est un auteur américain qui se revendiquait auteur populaire, qui voulait faire de la littérature populaire, mais de la bonne littérature populaire, chose qu'il réussit à la perfection. Et j'ai lu les 6 tomes très rapprochés sur fin septembre jusque début novembre, notamment les 4 derniers avec Pénélope en lecture commune.
Et c'était vraiment une lecture assez incroyable parce que ce n'est pas le genre de lecture que j'aurais fait spontanément si je l'avais pas autant vu passer, si les couvertures n'avaient pas été de cette qualité et s'il n'y avait pas eu autant de bons retours, je me serais pas lancée spontanément là-dedans. Vous voyez, c'est pas le genre de truc qui m'aurait attiré. Mais heureusement, ça a été un gros succès. Monsieur Toussaint Louverture a proposé des couvertures d'une qualité assez exceptionnelle. Ils sont magnifiques. Ça a attiré forcément plein de gens puisque même si la couverture ne fait pas le livre, la couverture attire l'œil et voilà. Donc c'était vraiment une très très bonne lecture parce que déjà premièrement c'est une saga familiale qui se déroule sur plusieurs dizaines d'années et on suit différents personnages avec toujours le personnage de base d'Elinor qui est là du début à la fin et qui est le personnage pivot de toutes les histoires et qu'on aime ou qu'on n'aime pas Elinor, c'est quand même un personnage qui est excellent, qui est intéressant, qui est intriguant, qui garde jusqu'à la fin une grande part de mystère et c'est ça qu'on aime dans Blackwater, c'est que tout n'est pas révélé, tout n'est pas dit, certaines choses sont dites à demi-mot, d'autres pas du tout. Je trouve que c'est extrêmement bien dosé en fait. Ça veut dire que Michael McDowell arrive à vous mettre dedans, vous donner envie de le lire, vous donner suffisamment de réponses pour que vous soyez satisfait et pas frustré, mais garder suffisamment de mystère pour que ça retombe pas comme un soufflet une fois qu'on a trop de réponses et que voilà, c'est un peu décevant. Donc, excellente lecture, vraiment. L'histoire, je pense que tout le monde, même s'il n'a pas lu Blackwater, connaît le pitch de base. Il y a de la fantaisie, il y a de l'horrifique, il y a de la poésie à certains moments, il y a de très belles descriptions, très lyriques. Il y a des histoires d'amitié, des histoires d'amour, des rivalités, il y a tout ce qu'on peut espérer trouver, eh bien, il y en a un petit peu, à petite dose, plus ou moins, selon les tomes, dans cette saga. Et en plus de ça, ce qui ne gâche rien, c'est que ça se lit très vite, ça se lit très bien. Juste, je vous dis, si vous avez commencé le tome 1 et que vous n'êtes pas hyper convaincu, moi j'ai trouvé, même si j'ai beaucoup aimé le tome 1, que ça décolle vraiment à partir du tome 3 et qu'après ça nous tient en haleine tout du long. Donc peut-être si ça vous a plu, mais bon, pas plus, persévérez un petit peu jusqu'au tome 3 pour voir si vous accrochez. Je trouve que Michael McDowell a également le génie d'être très en avance sur son époque concernant les relations humaines notamment, donc les relations qui ne sont pas hétéronormées, concernant aussi les femmes et leur place au sein du cercle familial et de la société, concernant leur liberté d'être et d'exister autrement qu'en tant que femme, donc mère et épouse. Michael McDowell, pour moi, est un excellent écrivain. Je sais que Monsieur Toussaint Louverture a prévu de republier d'autres peut-être nouvelles ou romans de lui. Je les découvrirai avec plaisir parce que malheureusement, je pense qu'il n'a pas été beaucoup traduit, probablement du fait que c'est un écrivain populaire, et que c'est pas un grand classique. Il a été, je crois, assez peu traduit, ou alors c'est assez vieux, plus édité, difficile à trouver, et peut-être dans des traductions un petit peu obsolètes, je ne sais pas. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir les prochaines publications de Monsieur Toussaint Louverture de Michael McDowell. Troisième lecture que je note sur l'année 2022 et qui là pour le coup est vraiment vraiment un coup de cœur absolu, c'est Les Oiseaux du Temps d'Amal El Motard et de Max Gladstone. Je n'arrive pas à retenir les noms, bon, je suis désolée. Qui était une lecture que j'ai trouvée exceptionnelle. Je pense vraiment que c'est le genre de livre qui plaît ou qui ne plaît pas, dans laquelle il est difficile d'avoir de la demi-mesure parce que c'est vraiment très particulier. On va suivre une histoire d'amour entre deux personnages qui sont dans deux camps opposés et qui sont censés s'entretuer, mais qui vont s'écrire de manière très particulière par des biais très bizarres, donc pas des lettres en gros. Je crois qu'à un moment par exemple c'est en cueillant un fruit et en le mettant sous la langue, c'est voilà, enfin, vous voyez, c'est des lettres pas comme on l'entend nous quoi. C'est dans un monde qui est à la fois plutôt futuriste, mais à travers les époques et le temps. Donc c'est voilà, c'est très particulier. On en sait assez peu sur l'univers parce que l'histoire se centre sur la relation épistolaire entre bleu et rouge. Moi, ça ne m'a pas dérangé. À partir du moment où j'ai accepté de lâcher prise concernant l'univers et concernant le fait de tout comprendre des enjeux autres que leur relation, eh bien, ça l'a carrément fait. C'était excellent. Je vous invite à découvrir. Même si vous n'aimez pas, c'est pas grave, essayez de découvrir parce que c'est totalement différent de tout ce que j'ai lu jusqu'à présent.
et que ça fait du bien de lire des choses totalement différentes. Je l'avais lu en emprunt médiathèque, je l'ai tellement aimé et j'ai tellement envie de le relire que je l'ai acheté d'occasion dans cette... il est parfait, il est en parfait état, il n'est pas du tout abîmé. Au moment où je l'avais lu et ramené, j'avais cherché une occasion mais je ne l'avais pas trouvé. Je pense qu'il était assez récent. Je ne sais pas de quand date la publication, mai 2021. Bon, c'était pas si récent que ça du coup, mais voilà, je le trouvais pas. Là, je l'ai trouvé, je me suis jetée dessus. C'est un prix Hugo, Locus et Nebula de 2020. Voilà, si ça vous dit quelque chose, je vous le dis. Bref, découvrez Les Oiseaux du Temps si vous aimez la SF, si vous aimez les romances, mais pas les romances comme on en voit partout et tout le temps. Les romances très particulières. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était une histoire d'amour qui était en fait très profonde et très véritable, ce qui manque beaucoup, je trouve, à 80% des romances à l'heure actuelle. Voilà. Autre gros coup de cœur de la fin d'année 2022, c'est Le Dieu Oiseau, dont j'ai parlé en vlog, en long, en large, en travers. Je ne vais pas me relancer dans le résumé du Dieu Oiseau parce que c'est assez complexe. Sachez juste que c'est une lecture qui est pleine de trigger warning, qui est très violente, qui est très dure à lire, qui va traiter beaucoup du traumatisme, du stress post-traumatique, qui va beaucoup traiter du regard qu'on a sur soi et de l'évolution de ses envies et de ses ambitions, qui va beaucoup traiter de psychologie, de se dépasser à la fois physiquement et mentalement, de beaucoup de sujets autour en fait du mental finalement, et un peu d'écologie aussi parce qu'on sent bien que c'est un sujet qui est très important pour Aurélie Wellenstein. Ça va montrer les pires noirceurs possibles de l'être humain, je vous le dis. Voilà, mais c'était une excellente lecture, c'était instructif en fait, sur plein de choses autour de la psychologie et de l'évolution mentale d'un personnage. Je ne saurais pas trop comment vous développer pourquoi j'ai adoré, parce que c'est vraiment une lecture qui est très particulière, encore une fois. C'est pas tant dans l'histoire en fait, dans la trame de l'histoire que ça se joue, que dans l'écriture. Donc je vous invite à découvrir Le Dieu Oiseau si vous ne connaissez pas et si vous n'avez pas de trigger particulier autour des violences physiques et psychologiques. Et puis à regarder éventuellement le vlog où j'en parle si ça vous intéresse, et si vous voulez en savoir plus, je vais essayer vraiment de mettre les liens en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver mes différents avis de tout ce dont je parle là de manière assez simple et rapide. Cinquième très très bonne lecture de fin 2022, c'est Le Chant d'Achille de Madeline Miller, que j'ai lu un peu par hasard, j'allais dire. J'en avais entendu parler, mais je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je n'étais pas persuadée d'aimer. Au final, j'ai adoré. Pareil, je vous mets le vlog en barre d'infos où j'en parle, parce que j'en parle beaucoup plus que ce que je vais faire ici, hein, parce que là, on n'a pas le temps concrètement. Mais j'ai adoré la narration, le point adopté pour la narration qui va être Patrocle et non pas Achille. J'ai adoré la relation entre les personnages, le développement de cette relation, qui serait l'équivalent d'un slow burn comme on dit. J'ai adoré tout ce qui va être autour du traitement d'Achille, qui est un demi-dieu, de Patrocle, qui est un humain et qui n'est pas considéré, qui n'a aucune considération de la part des autres, parce qu'il n'est pas spécialement guerrier, pas spécialement fort, pas spécialement grand, mais qui est un humain incroyable, avec un cœur énorme. J'ai beaucoup aimé tout ce qui a parlé de la guerre de Troie aussi, c'était intéressant de le voir de ce point de vue-là. Je l'avais jamais vu de cette façon, et surtout de manière romancée. J'ai beaucoup aimé voir Achille à travers l'œil de Patrocle, c'était très différent des traitements que j'en avais vus jusqu'à présent. Bref, j'ai tout aimé dans ce livre, je n'ai pas de point négatif à donner. C'était vraiment une très 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 bonne lecture, voire un coup de cœur. Je vais très prochainement attaquer Circé de Madeline Miller aussi. On m'a dit que c'était très différent, mais vu la qualité de la plume, même si c'est traité très différemment, je pense que ça va me plaire, il y a de fortes chances. Et puis on va suivre surtout un personnage féminin, donc voilà. Sixième excellente lecture que j'ai fait en 2022, que j'ai lu juste après Halloween, donc le 1er novembre d'ailleurs, c'est Moi, Tituba sorcière de Maryse Condé, qui va traiter déjà de la vie de Tituba, de sa naissance et même un petit peu avant sa naissance, jusqu'à la fin de sa vie, et surtout qui va parler du procès de Salem, et qui va en parler, je pense, bien que ce soit fortement romancé évidemment, car on a assez peu de sources précises sur tout le procès de Salem, mais en tout cas qui va en proposer un roman
qui va se placer du point de vue de Tituba, qui a été accusée de sorcellerie parce qu'elle était une femme noire, hein, concrètement, et qui est un personnage très oublié de l'histoire des procès de Salem. Et c'était vraiment une très bonne lecture. C'est de la littérature francophone, Marie Scondé est française, donc on le lit en VO, ce qui est encore mieux, hein, je pense. Et vraiment, vraiment, c'était très intéressant, très instructif sur tout ce qui va concerner l'esclavagisme, sur tout ce qui va concerner la condition des Noirs et surtout des femmes noires en Amérique du Nord durant cette période de l'esclavagisme et de la fin de l'esclavagisme, je crois, puisque je crois que c'est pas encore aboli au moment où on en est, mais peu importe. De toute façon, aboli ou pas, on sait que ça a continué de manière officieuse ensuite, donc voilà. Ça va parler d'un personnage, d'une femme noire qui est une femme extrêmement forte, qui a des croyances qui lui sont propres, des valeurs, des idées, et qui se bat quand même de toutes ses forces pour exister telle qu'elle est, voilà, concrètement, avec son caractère et sa manière de voir la vie, et qui va avoir des déceptions, qu'elle soit amoureuse ou amicale, qui va subir des pertes, évidemment, mais qui va toujours continuer et faire du mieux qu'elle peut jusqu'à la fin. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment une excellente lecture. Je vous invite, si vous êtes intéressé par tous ces sujets, à lire Moi, Tituba sorcière de Marie Scondé. Et je pense, en 2023, découvrir d'autres écritures de l'autrice, notamment dans le cadre du Sororité Challenge de Camelot Magicadou. Je précise qu'il y a un petit peu de magie, un petit peu de surnaturel dans Moi, Tituba sorcière. C'est pas du tout un roman qui se veut purement historique. Il y a une part de fantastique, une part de magie, une part d'inexpliqué qui ajoute quelque chose vraiment à cette histoire. Donc pareil, je vous mets en barre d'infos le vlog où j'en parle pour que vous puissiez, si ça vous intéresse, retrouver plus d'infos, un vrai résumé notamment sur cet ouvrage. Ensuite, livre suivant qui fait partie de mes coups de cœur et dont j'ai parlé, c'est Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers, qui était une lecture incroyable, qui est de la SF positive, qui ne se passe pas dans l'espace, mais qui se passe sur Terre, mais comment dire, après que ça soit parti en cacahuète d'un point de vue écologique et que les humains aient enfin décidé à faire ce qu'il faut pour protéger et préserver la nature et préserver les êtres vivants autres qu'eux-mêmes. Donc on se retrouve dans ce monde qui serait un peu une espèce de reconstruction post-apocalyptique, mais au moment où ça se déroule, la nature a déjà envahi tous les anciens sites, les usines, etc. Donc c'est quand même longtemps après. Et on va suivre le personnage de Dex qui est très intéressant, qui décide de changer de vie à un moment donné pour plein de raisons et qui va suivre sa propre voie pour se retrouver à nouveau en accord avec elle-même. Donc voilà, elle va faire une rencontre inattendue qui était vraiment inattendue et pour le personnage et pour nous, et tous deux vont suivre le chemin pour leur chemin en fait, tout simplement. Bref, j'ai fait un vlog complètement dédié à Un psaume pour les recyclés sauvages que je mets en barre d'infos. Sachez juste que si vous avez besoin d'une lecture pas trop longue, qui fait du bien, qui est vraiment toute douce, qui ne va à aucun moment vous heurter et qui va juste vous permettre de respirer et de vous laisser, si vous êtes éco-anxieux comme on dit, l'espoir que ça peut aller mieux, lisez Un psaume pour les recyclés sauvages. Voilà, tout simplement. Et laissez-vous porter par l'écriture de Becky Chambers, par ses personnages incroyables et par cet univers qui est doux, tout simplement. Le tome 2 arrive en traduction en mars 2023. Je vais me jeter dessus sans aucun doute. Il rentrera aussi sans aucun doute dans le Sororité Challenge, donc c'est parfait. Et puis voilà, je vous en reparlerai bien évidemment à la lecture du tome suivant. Il me reste 3 lectures à vous présenter et on a terminé. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que tout ça j'en ai parlé en vlog et que le mieux c'est encore d'aller voir les avis détaillés plutôt qu'ici où je fais ça un petit peu rapide. Lecture suivante qui a été un coup de cœur, c'est D'or et d'oreiller de Flore Vesco, qui est l'une de mes découvertes dont je viens de parler. Donc qui est l'une de mes découvertes 2022, qui a été incroyable. On va suivre une réécriture du conte de la princesse au petit pois, où plein de choses sont à la fois similaires et totalement différentes. On va suivre un personnage féminin qui est quand même très forte, qui porte le prince, qui ne se laisse pas faire, qui refuse les carcans sociaux
associé à son genre et qui vraiment est admirable sur plein de points et que j'ai adoré suivre. Flor Vesco a une capacité à vous mener par le bout du nez à certains moments pour ensuite totalement changer l'optique de vue, l'angle de vue. C'est vraiment une écriture incroyable, juste pour l'écriture. Juste pour l'écriture, même si les réécritures de contes ne vous motivent pas, juste pour la qualité de la plume et de l'écriture et le fait que ce soit en VO, donc on est sûr de ce qu'on lit et que c'est vraiment ce que l'autrice voulait dire, lisez Flor Vesco, lisez Doré d'Oreiller, parce que c'est une pépite, vraiment une pépite. Avant-dernière lecture que je voulais vous présenter, je viens aussi d'en parler, donc je vais pas trop m'étendre, c'est La parabole du semeur d'Octavia Butler, qui a été une découverte incroyable, qui est un livre extrêmement dur, qui est un livre, franchement assez dur. J'en ai parlé juste dans le vlog de dimanche dernier, donc je vous laisse aller voir ça parce que j'en parle, c'est tout le début du vlog, où je développe vraiment mon avis. Je vais pas trop me réétendre, je vous fais juste un très rapide résumé pour vous donner envie si vous aimez ce genre d'histoire, mais après, allez voir le vlog, ça sera plus simple. Donc, on va suivre le personnage de Lorraine, qui a 15 ans au début de l'histoire, qui vit dans une micro-communauté. Le monde tel qu'on le connaît, en tout cas aux États-Unis, c'est cassé la figure et si vous voulez, maintenant les gens pour survivre doivent soit vivre en petite communauté très restreinte, donc c'est un quartier entouré de murs et se protéger de l'extérieur, donc des pauvres en fait, qui errent sur terre et qui essayent de survivre. Et Lorraine vit dans cette micro-communauté où elle a la chance d'avoir appris à lire, à écrire, où son père est pasteur et enseignant. Donc elle a eu accès à tout un tas de savoirs, où elle a été quand même privilégiée parce que ils avaient quand même à manger, ils avaient accès, je sais pas moi, à l'hygiène primordiale, accès à l'électricité et voilà, accès à toutes les choses primordiales pour vivre. Mais elle a parfaitement conscience que ce n'est pas du tout le cas à l'extérieur, qu'à l'extérieur c'est l'horreur, c'est la jungle. Mais Lorraine a parfaitement conscience que cela ne peut pas durer et qu'à un moment ou à un autre, des gens plus désespérés que les autres vont forcément envahir leur communauté pour prendre leurs ressources parce que à un moment il n'y a plus assez pour tout le monde. L'eau coûte beaucoup trop cher, la nourriture coûte trop cher, enfin voilà, elle le voit comme une fatalité, ce qui lui est reproché par les autres membres de sa communauté, mais elle est assez lucide en fait, concrètement. Donc on va suivre Lorraine de ses 15 ans jusqu'à la fin où elle en a 18 il me semble, et on va suivre le point de rupture de tout ça, on va suivre ensuite sa quête pour avancer, survivre, elle aussi. Voilà, c'était une excellente lecture, très très dure, très violente, d'autant plus violente que le personnage est extrêmement froid par rapport à ce qu'elle voit et qui est affreux. Mais c'était très très intéressant parce que tout ce qui est posé dans ce livre, ce n'est pas de l'imagination pure. On sent bien qu'Octavia Butler a pris les bases de ce qui existe à l'heure actuelle en Amérique du Nord, en politique, d'un point de vue politique, d'un point de vue social, d'un point de vue économique. Et elle a imaginé si tout ça, si tous les curseurs sont poussés à fond, ce que ça donnerait. Et ça donne la parabole du semeur. Donc lisez la parabole du semeur. Et puis dites-moi ce que vous en avez pensé. Dernier livre, alors il y en a d'autres, mais on va se restreindre à ça parce que sinon on va pas s'en sortir. Dernier livre qui était une excellente lecture de cette fin d'année, c'est La vie invisible d'Adi Larue de Vi Schwab, qui, je pense que tout le monde a entendu parler de La vie invisible d'Adi Larue. C'était une très très bonne lecture. Donc l'histoire, très rapidement, c'est l'histoire d'Adeline Larue qui est française et qui vit au début du 18e, 1714 je crois. Elle est promise au sort de toutes les femmes à cette époque-là, à savoir un jour ou l'autre se marier et avoir des enfants. Elle parvient à repousser ce moment au maximum et arrivée à 24 ans je crois, un de ses voisins perd sa femme, se retrouve veuf avec 3 enfants à charge en bas âge, et on lui dit maintenant, Adi, tu te maries et tu t'occupes des enfants de ce monsieur. Et évidemment, Adi n'est pas du tout d'accord avec ça, parce qu'elle sait très bien qu'elle va elle-même en avoir, parce qu'elle sait très bien ce qu'est la vie d'une femme à l'époque, qui use prématurément les corps et qui émousse l'esprit de par un labeur quotidien très difficile à porter. Et elle va prier au mauvais moment le mauvais Dieu et elle va se retrouver à faire un pacte avec le diable, j'allais dire, c'est pas franchement le diable mais c'est équivalent au diable, et elle va se retrouver maudite, et du jour où elle signe ce pacte, elle échange son âme au moment où elle le souhaitera, donc elle devient immortelle jusqu'au moment où elle en aura marre de vivre en fait, et en échange
l'entité qui lui a répondu fait en sorte que plus personne ne se souvienne d'elle. Elle disparaît totalement de la mémoire de tout le monde. Et dès qu'elle rencontre quelqu'un, si la personne change de pièce, il l'oublie. Si la personne fait 10 pas en s'éloignant d'elle et on lui tourne le dos, il l'oublie. Elle n'a plus aucune existence d'aucune façon. Elle ne peut pas écrire, elle ne peut pas laisser de traces, quelle qu'elle soit, ce soit du dessin, des photos. Elle n'existe plus. Voilà, concrètement, c'est ça. Elle est immortelle, donc elle ne peut ni mourir de la faim, de la soif ou du froid, mais elle en souffre comme tout humain. Donc vous voyez, c'est quand même un pacte assez c'est hard, quoi. Et on va retrouver Adi, en fait, 300 ans après. Ça fait 300 ans qu'elle survit à tout ça, et on va suivre son histoire. On va suivre la rencontre avec un personnage qui se souvient d'elle, et c'est la première fois en 300 ans. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus, parce que c'est quand même un livre qui est basé sur tout ça, quoi, tout ce qu'on ne sait pas, et les surprises et les plot twists. Donc voilà. Sachez juste que c'était une très bonne lecture parce que d'une part, je trouve que le sujet de base est extrêmement difficile à traiter. Ça doit être très très difficile d'écrire un personnage dont personne ne se souvient jamais et de rendre tout ça cohérent. Et Evie Schwab le fait, tout est cohérent à mon sens, il n'y a pas d'incohérence et ça c'est assez incroyable. De plus, l'écriture est excellente d'un point de vue stylistique, d'un point de vue qualité d'écriture, c'est génial. Et en plus, les personnages, à mon sens, sont tous intéressants, qu'on les aime ou non, qu'on s'attache à eux ou pas. Ils sont tous très bons. Ils ont tous des complexités. Ils ne sont pas simples, en fait. Ils sont complexes. Ils ont une psychologie qui leur est propre, avec l'expérience qui leur est propre. Il y a plein de réflexions qui sont proposées autour de ce qu'implique l'immortalité, ce qu'implique voir le monde évoluer de 1714 à 2014, vous imaginez bien tout ce qui s'est passé. Donc voilà, Adi voit toutes ces évolutions. On va avoir beaucoup de réflexions sur l'attachement, sur la mémoire, le souvenir, les relations humaines, enfin voilà. C'est vraiment un roman qui était très riche, qui était très très bon, et je vous invite à le découvrir si ce genre de sujet peut vous intéresser, mais sachez que c'est très très accessible, ce n'est pas du tout compliqué à lire, ça se lit au contraire très très bien. On peut parfaitement se cantonner à l'histoire pure et dure sans voir la stylistique, sans voir... ça n'a pas d'importance en fait. L'histoire en elle-même se tient et est excellente. Voilà. En montant la vidéo tout à l'heure, je me suis rendu compte que j'avais oublié une partie hyper importante de mon bilan dont je voulais vraiment parler et j'étais un peu dans le speed et c'est un peu passé à la trappe. C'est toute la partie des remerciements et la partie un peu bilan humain, on va dire, de cette année. Pas vraiment de cette année, de cette fin d'année, de ce dernier trimestre de 2022. Et évidemment, c'est tout l'aspect réseaux sociaux qui a été hyper positif pour moi. C'est déjà toutes les personnes qui se sont abonnées ici, qui commentent, qui sont là, qui regardent. Parce qu'au final, j'ai ouvert la chaîne fin septembre et qu'aujourd'hui, on est presque 300 déjà, ça va vite. C'est évidemment, je suis extrêmement reconnaissante et c'est très satisfaisant de voir que ce qu'on propose intéresse des personnes et voilà. C'est encore plus satisfaisant quand il y a des échanges autour de ça. Je suis toujours contente de discuter en commentaire ou sur Instagram. C'est vraiment un aspect pour moi essentiel de la littérature et que j'ai peut-être trop longtemps négligé, comme en fait plein de gens je pense. C'est tout l'échange autour des livres, l'échange autour des lectures, les recommandations, les avis, les discussions, voilà, tout ça pour moi c'est hyper important parce que ça relance l'envie parfois, parce que ça donne envie tout court, parce que ça permet de voir des choses qu'on n'avait pas vues et c'est vraiment pour moi très important. Et évidemment, on en vient à la partie que vous devez imaginer arriver maintenant, c'est toutes les rencontres virtuelles, mais rencontres quand même que j'ai pu faire grâce à YouTube et à Instagram. Et je pense notamment à Pénélope, évidemment, ma complice depuis maintenant 3 mois sur cette chaîne, qui m'apporte énormément en termes d'idées de lecture, de recommandations, d'échanges, de discussions, qui est une personne que je suis infiniment ravie d'avoir pu rencontrer en virtuel et que j'espère évidemment de tout cœur pouvoir rencontrer en réel durant l'année 2023, mais ça sera dans mes souhaits, on en reparlera plus tard. C'est, comme elle l'a dit dans sa vidéo, un coup de foudre amical et c'est exactement ça, donc voilà, je voulais lui faire ce petit moment de remerciement parce que c'est hyper important pour moi.
Et évidemment, il n'y a pas que Pénélope que j'ai pu rencontrer. Il y a aussi The Riddler, qui est une grande copine et acolyte de nuit bien trop courte, à lire, à discuter, à rigoler. On parle de livres, on parle de plein d'autres choses. On se marre pas mal. C'est vraiment des très bons moments. C'est une personne que je trouve tellement adorable, tellement gentille, tellement drôle, pleine d'humour, pleine de voilà pleine de bonnes ondes. En tout cas, elle m'en envoie plein et c'est génial. Donc je voulais aussi la remercier et j'espère aussi que j'aurai la chance de pouvoir la rencontrer pendant l'année 2023. On n'est pas si loin que ça et puis bon, la France n'est pas si grande après tout. Il y a aussi Marion, donc de la chaîne Snodza, qui est une personne avec qui j'adore échanger, avec qui j'adore discuter, qui est adorable, qui a plein de choses à m'apporter d'un point de vue littéraire, humain aussi, évidemment, mais littéraire parce qu'on lit pas forcément les mêmes choses et qu'elle peut me donner des conseils et des recommandations qui sont hyper intéressantes parce qu'on a fait une lecture commune qui était trop chouette et que j'espère qu'on va en refaire une prochainement. Il y a aussi Juliette de Livre et Sortilège avec qui j'aime bien discuter. Il y a aussi plein d'autres personnes avec qui j'aime bien discuter que un peu plus ponctuellement, mais peu importe parce que c'est toujours plaisant, c'est toujours agréable. Il y a plein de gens avec qui je discute via Instagram. Voilà, au détour d'une story, ça peut lancer un sujet, au détour d'une vidéo, et c'est trop chouette. J'adore ça. C'est vraiment un aspect que je trouve incroyablement enrichissant, incroyablement génial en fait, parce que c'est des personnes dans la vraie vie que j'aurais jamais rencontrées, parce que je suis pas de nature à aller vers les gens, et que elles, à ce que je pense avoir compris non plus. Donc bah voilà, c'est tellement plus facile via ce biais de virtuel, et ça permet de discuter, de rencontrer, de tout ce que vous voulez. Donc j'en suis évidemment ravie, j'espère qu'il y aura plein d'autres personnes avec qui j'aurai la chance d'échanger. J'espère qu'il y aura plein d'autres discussions, que ce soit en groupe sur Discord, que ce soit juste en message privé sur Instagram ou que sais-je, peu importe. Voilà. Et puis un dernier petit point sur cette année, comme toujours, mes grandes inspirations YouTube, à savoir Paper Palace, à savoir Cornelius, à savoir Margot Liseuse, à savoir Pikitty, à savoir Camelot Magicadou. Toutes ces personnes que je suis avec assiduité et que j'adore suivre, même si, et évidemment Nina Quill que j'oublie, j'allais dire, même si je n'ai pas les mêmes lectures, je lis pas les mêmes choses que Nina Quill, je lis pas forcément les mêmes choses que Steph, mais peu importe en fait, parce que c'est juste un plaisir de les écouter, de les retrouver. Voilà, des fois il y a juste ce côté humain et cette ambiance qui fait que c'est agréable et voilà quoi. Et bon, bref, je vais pas m'étendre plus, mais je tenais à vous remercier, tous ceux et celles et ceux qui êtes ici, toutes et tous celles et ceux qui prenaient le temps de laisser un j'aime, de regarder, de commenter, d'être là, de... Voilà, ça, sachez que ça compte beaucoup parce que même si je fais des vidéos dans l'optique de m'amuser, dans l'optique du côté plaisant de la chose, parce que c'est agréable de discuter, il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a quand même un véritable objectif de partage, et pour moi, partage dans les deux sens. Ça veut dire que ce qui compte aussi, c'est les retours qu'on a, pas sur ce qu'on fait en soi, mais sur le propos, sur le livre, sur les recommandations, enfin voilà. Et c'est ça qui est hyper intéressant, et c'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube. Voilà. Donc, merci mille fois à tous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous reviendrai prochainement pour une vidéo un petit peu plus objectif 2023. Même si, attention, c'est du plaisir. Ça sera pas des objectifs de productivité incroyable, hein, peu importe. Mais voilà, je suis désolée pour ce plan qui sera pas raccord avec l'autre, parce que l'autre était dans la... J'ai filmé dans la journée. Là, c'est le soir, il n'y a plus de lumière. Il n'y a que les lumières... les éclairages, donc ça fait des ombres bizarres et tout. Mais bon, soit c'est pas grave, vous ne m'en voudrez pas, j'en suis persuadée, ça n'a pas d'importance. Bref, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite tout de bon. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!